Super. Bon, bah super. Donc, très rapidement, je vais vous présenter ce qu'est Startup de territoire. C'est une dynamique qui est citoyenne et entrepreneuriale et qui contribue vraiment à développer les projets dont on rêve là, à côté de chez soi. Joanne, je te propose de te faire un petit signe pour passer. Voilà, super. Et l'idée, c'est de créer des solutions qui soient ambitieuses pour répondre très concrètement aux défis qu'on a sur nos territoires qui nous tiennent à cœur sur les questions environnementales, de lien social, d'économie circulaire, de bien vieillir. Donc, c'est une dynamique qui a démarré à Romans-sur-Isère et qui s'est développée sur plusieurs territoires, 6 territoires au démarrage, avec Lons-le-Saunier, Lille, Bordeaux, Figeac. D'ailleurs, il y a toutes ces équipes-là qui sont en ligne aussi, et Strasbourg. Et c'est déjà développé aussi à Grenoble, Reims et Nancy. Ici, en Alsace, Startup de territoire, c'est animé par une équipe, une association du Labo des partenariats. Nos métiers se résument dans 3 axes principaux qui sont vraiment mobiliser les citoyens. Donc, mobiliser chacun d'entre nous pour révéler les désirs d'engagement qu'on a chacun et le potentiel d'entrepreneurial. Donc, vraiment toucher tous les cœurs pour qu'ils puissent agir pour un monde meilleur. Ensuite, c'est être un incubateur social et citoyen pour développer les projets dont on rêve. Donc, on accompagne l'émergence de ces projets, leur développement et l'essaimage avec une équipe qui accompagne les collectifs qui veulent développer des solutions concrètes sur nos territoires. Et enfin, le 3e axe, c'est vraiment d'agir en coopération avec les acteurs du territoire et les acteurs nationaux dont vous êtes pour la plupart en fait vous êtes engagés à nos côtés pour mobiliser toutes les énergies et avoir collectivement un impact plus fort et pour que collectivement les choses changent très concrètement dans nos vies. Voilà, donc ici en Alsace, si on doit résumer Startup de territoire en quelques chiffres, c'est déjà 10 projets d'innovation sociétale qui sont en route et qui se voient très concrètement dans la ville, comme les petites cantines, cycles et plein d'autres. 15 projets qui viennent d'être lancés suite au dernier événement de juillet et qui sont en train de se développer. 300 personnes qui sont engagées au quotidien dans les projets. Donc, tant des personnes d'un point de vue entrepreneurial que d'engagement citoyen et bénévole. Et puis, les 10 projets qui ont été lancés ont créé 19 emplois en un an depuis le démarrage des projets. Voilà. Et ce qu'on a envie, et notamment ce webinaire, c'est aussi pour ça, c'est de se dire qu'il y a plein d'autres choses à développer ensemble et qu'on s'entend qu'on peut aller beaucoup plus loin. Voilà, et ça, c'est possible grâce à tous nos partenaires qui sont vraiment si précieux et engagés au plus proche à nos côtés, avec l'Eurométropole de Strasbourg et la ville, le Grand Est, la Fondation on a vu Michel tout à l'heure, Fondation Entreprendre et Plus avec Félicie, la Direct, Malakoff Humanis, AG2R, la Fondation Massif, la Fondation RTE, Suez et la Fondation de la France s'engage. Voilà, donc en fait, les partenaires que j'ai cités sont nos partenaires hyper proches et pionniers qui nous ont permis de démarrer. Et aujourd'hui, on sent que toutes les pistes de développement appellent à ce que plein d'autres acteurs nous rejoignent dans cette aventure. J'ai la joie en fait de faire le lien et de passer la parole à Amandine qui est engagée dans cette aventure à nos côtés, qui est si précieuse et qui nous est si chère. Amandine, je te passe la parole pour faire le lien avec le projet de Collective Impact. Merci Cécile. Alors le lien avec le Collective Impact, vous pouvez vous poser la question. En fait, on s'est dit que plus que jamais, dans ce moment tout particulier que nous traversons, nous sentons combien on aimerait être plus ambitieux ensemble sur les changements de société que l'on souhaite impulser. Et comment les impulser, c'est collectivement pour éradiquer l'échec scolaire, viser zéro chômeur de longue durée ou créer un territoire zéro déchet. C'est partie des rêves qui nécessitent un engagement collectif inédit
pour changer radicalement la donne et développer des solutions systémiques face à la complexité. Faire plus ensemble que ce que chacun aurait fait isolément, c'est la définition de la coopération qu'on avait identifiée justement en travaillant dans la Drôme aux côtés de Christophe Chevalier pour développer l'emploi sur les territoires et créer des dynamiques pionnières. Le Collective Impact, c'est une démarche structurée qui propose à des acteurs d'horizons différents de s'associer pour mettre en commun leurs compétences, leur énergie, leur élan au service de la résolution nouvelle d'un défi de société majeur. C'est une méthode qui a fait ses preuves aux États-Unis comme en France et dont on sent qu'elle peut être une source d'inspiration pour aller plus loin ensemble. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé, dans le cadre du cours sur l'entrepreneuriat social et l'innovation sociale, que j'ai la grande joie d'animer depuis 10 ans à Sciences Po Paris, que j'ai proposé à un groupe d'étudiantes, dont vous allez faire la connaissance dans un instant, Karine, Manon et Joanne, de travailler sur ce sujet pour justement en retirer la substantifique moelle et voir comment en proposer l'ADN et les grands exemples pour que ça puisse inspirer tous les acteurs qui veulent justement s'engager dans des logiques collectives au service de la société. Merci Amandine. Et ça fait le lien avec cette équipe incroyable d'étudiantes, Karine, Manon et Joanne. Et vraiment, pour vous dire, elles ont travaillé ces 4 derniers mois avec beaucoup de cœur. Et on peut déjà leur faire un grand chapeau bas parce que on a un peu une devise qui est sortir de sa zone de confort. Quand on leur a dit qu'on serait 30 à écouter leur restitution et qu'après on leur a dit qu'on sera beaucoup, beaucoup plus, c'était un challenge pour elles. Et elles y mettent tellement de cœur. Donc, on peut tous les applaudir de chez soi déjà avant de démarrer pour les encourager dans ce qu'elles vont nous partager. Et vraiment, merci les filles et merci à chacun qui a contribué aussi à leur travail parce que vous êtes plusieurs à avoir aussi été interrogés et à avoir contribué à la richesse de ce travail. Merci beaucoup pour cette introduction. Bienvenue à ceux qui sont arrivés entre-temps. Alors, juste un tout petit rappel. Comme on est beaucoup, c'est vrai que les micros sont coupés. Ça restera comme ça, sauf pour les temps interactifs. Donc, si jamais vous avez des problèmes techniques, des questions ou des partages d'expériences, surtout, n'hésitez pas, profitez du chat. Il y aura des moments de questions-réponses. Donc, dès que vous avez une question qui vous vient à l'esprit, inscrivez-la dans le chat. Alors, juste un petit rapide retour sur notre démarche. On a d'un côté un apport théorique. On a fait beaucoup de recherches grâce à la Harvard Business Review, à la Stanford University, mais surtout ce qui compte énormément, c'est qu'on a un apport pratique qui a été vraiment très solide grâce à toutes les interviews qu'on a pu mener avec Evelyne Stivmar de Kimso, Christian Vanizet de Make Sense, Rémi Banyuls de l'Eurométropole. Malheureusement, je ne peux vraiment pas tous les citer parce qu'on n'a pas le temps, mais on voulait en profiter pour vraiment leur dire un grand, grand merci parce que cet apport vraiment pratique était tout simplement essentiel pour ne pas avoir, pour rentrer en fait dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que le Collective Impact ? Donc, on vous a promis que pendant ces 2 heures, il y aurait des temps interactifs, vous inquiétez pas. Et donc, on va bien commencer puisqu'on va commencer par vous faire travailler. L'idée, c'est simplement que vous utilisiez le chat et juste que vous nous disiez les mots qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on dit Collective Impact. Donc, ça peut être des mots, des phrases, vraiment ce qui vous vient à l'esprit. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste pour voir où on en est tous. Donc, je vous laisse dire les mots. Donc, on a agir ensemble, intelligence collective, action collective, la mise en commun, des solutions créées ensemble, territoire apprenant aussi, coopération, impact, mobilisation des acteurs, force collective, coordination, réalisation, synergie, synergie innovante, co-construction, changement, le nous avant le je, effectivement. Donc, on voit cette idée d'ensemble, d'impact, l'ancrage local, donc à quel point les territoires peuvent être liés à cette question de collective impact, le partage, la réponse à la complexité, c'est bien, je le garde pour tout à l'heure, l'écosystème, être à égalité, créer une œuvre commune. Bon, super. Bon, la première étape vraiment avant de comprendre ce qu'est le collective impact, c'est de comprendre ce qu'est un problème complexe.
Si vous voulez continuer à mettre des réponses, n'hésitez pas, hein, ça profite à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'un problème complexe? Si on prend par exemple le cas des sans-abri, malheureusement, on va comprendre très facilement qu'une seule association basée par exemple sur Strasbourg, malheureusement, ne suffira pas à régler ce problème des sans-abri, ne serait-ce qu'à l'échelle régionale. On va aussi très facilement et très intuitivement comprendre que face à ce problème-là, ce n'est pas juste une question de problème du nombre de logements, ce n'est pas non plus simplement une question du prix du logement, il y a aussi des questions de lien social qui est brisé, etc. Donc là, on est typiquement face à un problème complexe. En fait, c'est un problème qui est multiforme, qui a des causes différentes, qui sont économiques, sociales, donc vraiment différentes raisons, qui font intervenir différents paramètres et surtout qui intègrent différentes parties prenantes. Et pour pouvoir résoudre ces problèmes complexes, il faut savoir réunir toutes ces parties prenantes pour aller vers un vrai impact et surtout sur un impact de long terme. Donc, comment faire en sorte pour qu'elles puissent travailler efficacement ensemble? C'est là que le Collective Impact a son rôle à jouer. Donc, le Collective Impact, il a été développé principalement au début aux États-Unis, comme nous l'expliquait Christian Vanizette. Pourquoi? Tout simplement parce que là-bas, l'État n'est pas aussi présent qu'en France. Et lorsque les populations étaient face à un problème complexe, leur première réaction, c'était de se tourner vers leurs pairs, puis vers des collectifs, pour pouvoir ensemble trouver une solution à ce problème. Suite à ces divers collectifs qui se créent, on commence à se rendre compte d'une certaine dynamique qui émerge et la Stanford University en 2011 met ça sur le papier et écrit un article sur le Collective Impact pour proposer une définition. Donc 2011, c'est vraiment très récent et ce qui est important de savoir, c'est que le Collective Impact a une définition assez large. On ne voit pas encore clairement où sont les limites du Collective Impact et comme ça date de 2011, c'est encore un peu présent en France. Mais cependant, ce qu'on peut se dire, c'est qu'est-ce qui n'est pas du Collective Impact. Donc, j'ai vu des mots tout à l'heure, on avait travaillé ensemble, coopération, communication, on a réciprocité, chaîne maillée. Alors, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que par exemple, si on commence par le fait de travailler ensemble, eh bien, ça ne suffit pas. Bien sûr, c'est les prémices d'un Collective Impact, hein, de travailler tous ensemble, mais ça ne suffit pas. De même, si vous travaillez tous ensemble et vous êtes des acteurs de différents secteurs, pareil, ça entre dans le Collective Impact, mais ça ne suffit pas à le décrire. Si vous avez réussi à rassembler différents acteurs de différents secteurs, que vous avez une communication et des réunions communes, pour autant, on n'est pas encore exactement dans du Collective Impact, même si déjà on est dans un travail ensemble vraiment très concret. Et enfin, peut-être le dernier critère qui va vous permettre de vraiment un peu mieux cerner cette définition, c'est que si vous arrivez à travailler tous ensemble avec des réunions, une communication commune, etc., mais que cela ne se fait que sur un seul projet ponctuel, alors on n'est pas dans du Collective Impact. Donc, finalement, qu'est-ce que le Collective Impact? Alors, là où on a de la chance, c'est que la Stanford University, même si elle donnait encore une définition assez large du Collective Impact, ils ont pu mettre en avant une certaine anatomie du Collective Impact. Cette anatomie, c'est tout simplement 5 piliers qui constituent le Collective Impact: la communication, l'approche commune, l'équipe support, l'évaluation et le renforcement mutuel. Et ces 5 piliers sont vraiment interdépendants. Ce n'est pas le Collective Impact, c'est ces 5 piliers, ce n'est pas 4, ce n'est pas 3. Donc, c'est pour ça que tout simplement, on va suivre ce plan-là pour notre présentation pour vous permettre de vraiment comprendre chacun de ces piliers, ce qu'il y a derrière et comment concrètement on peut les mettre en place. Et donc, je cède la parole à Karine. Pour entrer dans le vif du sujet, le premier moment vraiment où tous les acteurs du système vont se retrouver ensemble autour de la table, c'est dans ce moment de définition de l'approche commune. Donc, pour commencer cette approche commune et ce travail, il va s'agir de définir des principes d'action communs desquels toutes les décisions seront prises. Donc, c'est voir comment est-ce qu'on va travailler tous ensemble. Les acteurs n'ont pas tous besoin d'être d'accord sur la façon exacte d'adresser le problème à ce moment-là. Ils ont juste besoin de décider d'un cadre de décision qui va être guidé par des principes clairs et validés par tous. Donc, c'est vraiment un peu l'état d'esprit dans lequel on va rentrer dans le projet. Et le premier travail, ça va être de définir le problème et de le cadrer. Pour cela, les acteurs vont partager leurs perspectives
pour construire une vision commune et multisectorielle du problème complexe qu'on expliquait juste avant. Et pour ce faire, il faut se baser sur des faits précis, des données concrètes, mais aussi sur l'expérience des acteurs de terrain. Et c'est important de définir les limites de l'action, ce qu'on inclut et ce qu'on n'inclut pas. Ça va passer par une définition claire du public. Donc, on va travailler sur quelle géographie, quelle démographie, quel est le profil des personnes qu'on va aller chercher et définir les variables que l'on va adresser en priorité. Tout en sachant que, parce que ça ne va pas être possible d'adresser tous les problèmes de suite, même si le fait d'avoir autant d'acteurs, c'est déjà avoir un impact beaucoup plus poussé qu'une organisation seule aurait pu avoir. Donc, ces limitations, elles seront amenées à changer, mais l'expérience, elle montre que c'est mieux de commencer un peu plus petit et d'étendre son impact que de vouloir faire trop gros directement, même si on a toutes ces énergies qui sont dans la pièce et qui ont envie de travailler ensemble. Donc, un exemple pour vous expliquer comment ça peut se faire de façon pratique. On a les problématiques d'asthme chez l'enfant à Dallas, au Texas. Donc, une initiative de Collective Impact a été montée. Et justement, dans cette première étape de définition de l'approche commune, toute une communauté s'est assise autour d'une table. Et il y a 3 facteurs qui sont ressortis. Donc, une première personne qui travaillait dans une clinique expliquait que pour elle, le problème principal, c'était le taux très bas d'assurance maladie pour les enfants. Donc, un taux qui était parmi les plus bas du pays et qui faisait que ces enfants-là n'avaient pas accès aux soins. Une seconde personne qui représentait l'Agence de protection de l'environnement, elle disait que pour elle, son argument principal, c'était que derrière le taux d'asthme, il y avait la concentration importante de pollution de l'air qui était due à la congestion dans la zone. Et une troisième personne disait que non, en fait, la raison principale derrière l'asthme infantile, c'était la position fataliste des familles face à cette maladie. Elles s'attendaient tellement à ce que leurs enfants aient de l'asthme qu'elles ne travaillaient même plus à essayer de prévenir cela ou encore moins le traiter. Donc, dans les faits, aucune de ces actrices n'avait tort ou raison. C'est juste qu'elles avaient une vision partielle des raisons derrière le taux d'asthme chez les enfants à Dallas. Et c'est en se positionnant dans une démarche de coopération aussi poussée et vraiment dans une dimension d'écoute, où toutes les parties prenantes étaient représentées et discutaient ensemble de façon ouverte, qu'elles ont pu penser une représentation beaucoup plus complexe, beaucoup plus complète et exhaustive des causes profondes derrière ce problème. Donc, une fois que ce moment de définition du problème a été fait, il s'agit de définir l'objectif. L'objectif, de façon claire, il doit être mesurable, mais il doit rester audacieux et inspirant parce que c'est autour de cet objectif qu'on va fédérer. C'est grâce à cet objectif qu'on va amener les personnes autour de la table. Et cet objectif, il doit permettre de motiver un changement profond et durable, pas juste de surface. Ensuite, il faut définir un cadre de travail qu'on appelle souvent en anglais « framework for change ». Et c'est décider concrètement comment est-ce qu'on va diviser ce problème et comment est-ce qu'on va se mettre à travailler de façon efficace. Donc, pour ça, on va définir, est-ce qu'on va rester sur des groupes de travail, est-ce qu'on va partir sur des initiatives cross-sectorielles un peu plus libres. Mais l'idée avec le Collective Impact, c'est qu'on va laisser la priorité à l'action. C'est-à-dire qu'on va prioriser des choses qui peuvent être faites à court et moyen terme avec les énergies dans la pièce et pas quelque chose qui va requérir encore plusieurs mois, voire plusieurs années de recherche avant de pouvoir être implémenté sur le terrain. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va décider des stratégies qu'on va prioriser et il faut le faire d'une façon qui va engager le maximum d'énergie utile. Et c'est un travail qui peut être un peu compliqué parce que généralement, ces acteurs-là, ils n'ont pas encore travaillé autant avec des personnes de milieux différents. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre les différents acteurs et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au projet et d'activer le maximum d'énergie pour avoir une synergie la plus impactante possible. Et enfin, le dernier point, ça va être de définir des instruments de mesure pour pouvoir traquer ce progrès par rapport au but final. Donc, la mesure d'impact, en général, c'est quelque chose d'assez complexe, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et c'est particulièrement difficile dans une démarche de Collective Impact parce que la mesure d'impact d'une structure seule n'est pas directement transposable à une initiative de Collective Impact. Il va falloir le repenser au moins partiellement parce qu'on est sur un nombre d'acteurs très important. Et ces acteurs ont aussi des priorités qui peuvent parfois être en compétition, donc ça prend un certain temps de s'accorder. Aussi des acteurs qui peuvent avoir peur de sous-performer. Parce que personne n'a envie de s'entendre dire quand on est évalué que son plan ne fonctionne pas et pourtant ça arrive dans le Collective Impact parce que c'est assez récent. Et c'est aussi un moment qui est
intéressant parce qu'il permet de faire le point sur les indicateurs qui sont utilisés par les différents acteurs et potentiellement même les rendre plus lisibles et débloquer des collaborations en alignant en partie la façon dont le système fonctionne. Donc pour ça, on a un deuxième exemple, une démarche de Collective Impact qui a eu lieu à Calgary au Canada et qui adressait les problèmes derrière la quantité de sans-abri dans la zone. Donc, lorsque l'ensemble des acteurs de ce système local se sont mis autour de la table et ont commencé à discuter des outils de mesure dont ils disposaient, ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs milliers d'indicateurs différents qui existaient dans le même secteur et au niveau local. Et aussi que le vocabulaire était peu défini, et cela même autour de termes clés comme être un sans-abri chronique ou transitionnel. Même sur des termes clés, tout le monde n'avait pas les mêmes mots derrière ces termes. Dans ce cas-là, la démarche de Collective Impact qui a été menée, elle a débouché sur la définition de 8 indicateurs communs clairs et acceptés par les acteurs de la démarche et qui a permis un début de réalignement du système. On a aussi observé une amélioration des services qui étaient proposés par la suite et une coopération renforcée. Lors des différentes interviews qu'on a eu la chance de faire, il y a plusieurs conseils qui ont émergé. Ces conseils, on aimerait les partager avec vous. Donc, nos échanges avec des personnes engagées chez Ashoka notamment ont appuyé la nécessité d'avoir un processus inclusif parce qu'il faut vraiment construire cette relation de confiance dès le tout début, vu que c'est clé pour toute coopération et encore plus dans une démarche aussi inclusive et avec un nombre d'acteurs aussi important. L'expérience de la Fondation Massive Grand Est qui a travaillé sur un long projet autour de l'autonomie alimentaire qui se rapproche énormément du Collective Impact nous a aussi montré que ce premier moment, ça doit être un moment long parce que c'est à ce moment-là que les acteurs doivent échanger, se comprendre la problématique sociale et vraiment s'imprégner du problème, des différentes perspectives et entrer dans la discussion surtout avec un esprit ouvert et humble. On entre pour aussi apprendre d'autres acteurs. Et enfin, que cette phase, elle peut être matérialisée à la toute fin par un document écrit pour pouvoir s'y référer par la suite. Mais ce document qui doit être court, 2-3 pages, vraiment synthétique, c'est un cadre de référence. Donc, est-ce que déjà à ce moment-là, on a des questions qui remontent? Alors, la question, c'est combien de temps ça dure, ce process? Je crois que c'est ça. Hein. Alors, c'est un peu compliqué de donner vraiment un cadre temporel très précis parce que ça dépend. Ça dépend notamment de à quel point les acteurs étaient connectés avant la démarche de Collective Impact. Donc, si on est sur des acteurs qui sont quand même assez familiers, ont quand même travaillé ponctuellement ensemble, je pense que ça peut prendre un peu moins de temps. Mais on parle quand même de... Enfin, il faut se dire que ça ne va pas être quelque chose qui peut être fait en une réunion de 2 heures, par exemple. Ça va être beaucoup trop court. Ça va prendre, je pense, plusieurs réunions longues où on prend le temps de discuter, potentiellement sur plusieurs semaines aussi, le temps pour chacun aussi d'organiser ses présentations, les éléments qu'il peut apporter. Donc voilà, il ne faut juste pas rentrer en se disant « Ok, on fait une réunion de 2 heures » et puis après, on peut passer à l'étape suivante. Merci. Et une autre question, c'est qui est à l'initiative en fait de ces réunions? Qui est-ce qui lance ces initiatives? Généralement, ce qu'on observe, c'est qu'on a un petit groupe d'acteurs qui est à l'initiative. Mais l'idée avec le Collective Impact, c'est que dès le début, il faut réussir à fédérer le maximum d'acteurs autour de la table. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment comme quand on se dit on va se mettre à 3, on va commencer à lancer quelque chose et puis on va l'étendre au fur et à mesure. Là, c'est vraiment, OK, on a cette idée, même si ça va nous prendre du temps de réunir les acteurs du privé, du public, des associations qui travaillent sur tel aspect ou tel aspect, potentiellement aussi des communautés religieuses qui ont un avis aussi sur la question. C'est vraiment toutes ces parties prenantes qu'il faut avoir dès le début. Donc, même le temps avant d'avoir ces premières réunions de définition de la démarche commune, elles peuvent prendre du temps, mais c'est très important parce que sinon, on va commencer à travailler avec une certaine vision du projet qu'il va falloir réadapter et réintégrer des nouveaux acteurs tout au long de la démarche. L'objectif, c'est d'en avoir le maximum dès le début. Merci. Et une question de Bernard, quelle est la bonne maille territoriale?
Alors, pareil, c'est un peu complexe de répondre de façon très précise parce que ça dépend encore une fois des acteurs locaux et de leurs prérogatives. Euh, Ce qui est conseillé, c'est quand même d'impliquer, faut qu'il y ait des représentants de de toutes les parties prenantes possibles. Donc, un travail qui peut être très intéressant à faire au début pour les personnes qui veulent impulser cette démarche de collective impact, c'est de mapper un peu les acteurs, de se dire, voilà la problématique, même des acteurs qui ont l'air assez éloignés de ces problématiques-là. Est-ce qu'on peut trouver des représentants de ces personnes-là et puis c'est voir qui a un impact possible sur ces problématiques. Donc, je pense que c'est un travail qui se fait de façon locale aussi, donc c'est un peu dur de dire exactement. Voilà. Merci. Alors, il y a plein de questions qui se lancent. Est-ce que peut-être c'est des choses sur lesquelles vous allez répondre pendant le déroulé? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Merci à tous. Ça fait chaud au cœur aussi de voir ces questions parce qu'on se dit qu'on suscite l'intérêt. Mais on va continuer parce que je pense que on va éclaircir pas mal de points dans la suite de la présentation. Donc là, on va se concentrer sur le deuxième point du Collective Impact. Après avoir réalisé la première étape d'approche commune que Karine a décrit, il sera temps pour vous de constituer une équipe support. Mais une équipe support, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous invite pour commencer à partager vos idées, vos pensées dans le chat. Pour vous, quelles sont les principales qualités d'une équipe support et qu'est-ce que vous attendez d'elle? Un rôle de médiateur, l'écoute, garant du cadre, c'est important ça. Sens de l'animation, mise en lien, restitution claire, complémentarité, coordination. Leader d'opinion, c'est important le mot leader. Crédibilité, garante de la dynamique, intérêt collectif et non particulier, ça aussi c'est important. Comprendre les envies de chacun, la complémentarité, l'écoute, beaucoup d'écoute. La bienveillance, l'énergie, la médiation. Ok, tout ce que vous avez pu dire comme qualité, évidemment, c'est essentiel. Et je vais essayer de prendre ça et de le nourrir de la théorie du Collective Impact. En fait, selon la théorie du Collective Impact, l'équipe support, elle doit chercher à instaurer une collaboration en basant les initiatives de la communauté à la fois sur des valeurs communes partagées et sur un même niveau d'engagement. Pour reprendre les très justes mots de M. Rémi Banult de l'Eurométropole, que je remercie d'ailleurs, il s'agit d'opérer un changement systémique, c'est-à-dire de mettre fin au fonctionnement en silo. Il y a une qualité essentielle de l'équipe support qui est donc la diplomatie. L'équipe, elle doit savoir communiquer avec tact afin de trouver des compromis avec la multiplicité des acteurs impliqués. En d'autres termes, il est temps de mettre vraiment fin au fonctionnement hiérarchique et de valoriser chacun des acteurs. L'objectif n'est pas in fine l'égalité, mais c'est surtout la bonne intelligence, la complémentarité. Il faut que l'équipe centrale soit capable d'installer autour d'une même table à la fois les élus, les associations, les entreprises, les citoyens, quels que soient leurs âges, c'est important je pense, leur profession, leurs expériences, puisque tout le monde a quelque chose à apporter à l'objectif commun. Et c'est important de mettre tout le monde sur un plan d'égalité. Le rôle de l'équipe est donc très subtil. Celui-ci, l'équipe doit trouver sa juste place et ne pas rajouter un niveau qui existe déjà, mais apparaître comme le maillon manquant, pour reprendre les mots de Madame Goyer, qui travaille pour Entreprendre et Plus. L'équipe, elle doit s'établir au service du collectif et donc se remettre en question sans cesse. Et puis enfin, on constate qu'il y a une entropie naturelle des organisations. Vous en avez sûrement été témoin. Il faut donc entretenir la flamme et c'est là le rôle de l'équipe support, relancer sans cesse les initiatives, mais sans pour autant apparaître en position de suprématie. L'équipe ne doit pas donner l'impression de prendre le pouvoir, mais plutôt de soutenir constamment tous les partenaires. Bon, il y a plusieurs façons de voir comment peut s'établir une équipe support. Plusieurs exemples. Donc, premièrement, l'équipe peut être salariée. J'ai pu m'entretenir avec les équipes de Zero Waste France et notamment Madame Julie Sauvêtre, qui est chargée de projet donc Zéro Déchet.
Le groupe Zero Waste France a permis l'établissement d'une véritable communauté éparpillée sur tout le territoire, traduisant une dynamique globale sur la thématique du zéro déchet. Afin d'assurer la coordination de ce réseau éparpillé de groupes locaux, de tailles, d'anciennetés différentes, Zero Waste France a décidé d'employer une équipe salariée à temps plein. En fait, lorsqu'on met en place une équipe salariée, même si celle-ci est très réduite, elle peut être constituée d'uniquement une personne, on envoie un message de pure disponibilité à l'ensemble des acteurs qui sont impliqués. Et je pense que c'est cette image de pure disponibilité qu'il faut garder en tête. Les différents acteurs disposent ainsi d'un interlocuteur privilégié pour poser leurs questions, pour recueillir des conseils, des retours d'expérience. Et dans le cadre de Zero Waste France, l'équipe salariée, elle permet de faire une coordination entre la vision nationale et les groupes locaux. Malgré la présence à Paris de l'équipe salariée, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'idée de maison mère, car les groupes locaux, ils restent très autonomes. L'équipe, elle fait simplement le lien entre la vision nationale et locale, mais sans représenter le sommet de la pyramide. Et puis, je vais finir avec un second exemple, donc pas une équipe salariée cette fois, mais une équipe en association. Cet autre exemple, il est issu d'une catastrophe, un drame qui a eu lieu en 2011 dans le Massachusetts. À l'époque, une tornade détruit par surprise une très très grande partie de la ville de Springfield. Évidemment, les dégâts humains, matériels, économiques et sociaux sont majeurs. Face à ces difficultés, l'action de la communauté est très inspirante, car toute la communauté s'est rassemblée et a décidé d'appliquer les 5 critères du collectif Impact. Ainsi, la reconstruction de la ville n'est pas devenue la mission des collectivités publiques, mais la mission de l'ensemble des acteurs de la ville. L'objectif évoqué n'est pas de reconstruire Springfield à l'identique de ce qu'elle était avant les accidents, mais de la construire de façon nouvelle, pour la vitaliser, pour la transformer pour l'avenir. Vous pouvez imaginer que la reconstruction d'une ville, ou en tout cas d'une partie d'une ville, ça mobilise un certain nombre d'acteurs. Les collectivités, les citoyens, les entrepreneurs que vous êtes, les restaurateurs, mais aussi les directeurs d'école, les personnes qui étaient en charge des transports, etc. Il fallait que quelqu'un, ou un groupe plutôt, s'établisse en tant que coordinateur. Et c'est assez naturellement qu'une équipe support est apparue. Il s'agit de Develop Springfield, une ONG qui était déjà présente sur le territoire depuis 2008. L'équipe de Develop Springfield a veillé à identifier les objectifs généraux, les compétences de chacun des acteurs, et en fait, elle a permis d'effectuer le lien entre les besoins et les capacités de chacun. Par de multiples réunions, d'appels, de mise en relation, Develop Springfield a permis aux divers acteurs de se rencontrer, de travailler ensemble. Chaque acteur, au travers de compétences différenciées, avait un petit rôle à jouer pour mener à l'objectif commun. Il fallait simplement qu'une équipe s'attelle patiemment à lier les besoins et les capacités, à réunir les acteurs, à relancer constamment les dynamiques. Develop Springfield, en analysant les divers acteurs présents, a choisi notamment de solliciter le talent de la jeunesse et a beaucoup mis l'accent sur la participation des étudiants. En fait, Develop Springfield a constaté que souvent, les étudiants font des choses que personne ne fait ailleurs parce que bon, ils ont la volonté, ils ont l'énergie, mais aussi souvent, ils ont un peu plus de temps. Et puis, ils ont une neutralité qui est nécessaire pour mettre en place des initiatives, non pas en faveur de leur propre intérêt personnel, mais pour l'intérêt du collectif. Il y a aujourd'hui 19 personnes en tout dans l'association Develop Springfield et chacun au sein de cette organisation a une mission plus spécifique, des liens particuliers avec les divers acteurs de la ville. Et la multitude de personnes qui travaillent pour Develop Springfield permet d'apporter alors un soutien privilégié aux divers acteurs. Donc voilà, pour finir, ces équipes, qu'elles soient salariées ou qu'elles soient bénévoles, afin de mener à bien leur mission, elles ont besoin d'une communication poussée et particulière spécifique au Collective Impact. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard. Mais évidemment, si vous avez des questions, je vous en prie. Pas de questions pour le moment.
Alors, comment est désignée l'équipe support? Et est-ce que ça résulte d'un vote collectif? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a deux façons de voir. Par exemple, dans le cadre de Zero Waste France, surtout, je pense que quand on embauche des personnes, évidemment, c'est voilà, c'est un processus RH classique, mais plus inclusif. Donc, les personnes qui travaillent déjà chez Zero Waste France se sont dit, ah voilà, cette personne, elle a des qualités. Je pense que ça se fait par rapport aux qualités vraiment de la ou des personnes. Et donc, c'est l'ensemble de l'équipe déjà présente de Zero Waste France qui a désigné effectivement une autre personne. Et dans le cadre de Develop Springfield, en fait, ils se sont proposés bénévolement, ils étaient plus présents lors de la reconstruction de la ville. Et donc, c'est apparu assez naturellement. Ça ne s'est pas fait en un jour, contrairement à Zero Waste France, mais c'est plutôt un processus qui allait de soi naturellement, en fait. Si je peux ajouter quelque chose, selon les différentes initiatives, donc il est assez courant qu'une structure prenne un peu ce rôle-là, mais c'est aussi possible que plusieurs structures envoient des gens et créent un peu ce qu'on appelle des steering teams. Donc, c'est cette idée d'équipe qui va un peu guider. Mais l'idée, c'est que c'est du support. Donc, ça ne va pas forcément être de la proposition d'idées de fond. Ça va vraiment être de l'accompagnement pour être sûr que la démarche reste dynamique et que les acteurs ont un cadre en fait, pour évoluer. Mais c'est plus aider à aller dans une direction, pas nécessairement choisir la direction. Merci. Est-ce que les entreprises sont impliquées? Et si oui, comment? Alors, les entreprises, oui, elles sont impliquées, mais dans le collective impact de façon globale. Donc, elles sont impliquées dans toutes les 5 parties du collective impact. Après, au sein de l'équipe support, évidemment, il faut qu'il y ait une représentation à la fois des associations, des entreprises classiques, des collectivités. Donc, elles ont la même place que les autres acteurs. Est-ce que vous avez déjà vu des projets qui impliquaient des enfants dans le collective impact? C'est une bonne question. Dans ce que j'ai pu lire et étudier, les plus jeunes, ils étaient quand même au lycée. Donc, par exemple, dans Develop Springfield, ils ont beaucoup interrogé les lycéens, notamment pour récolter en fait leurs envies, leurs idées. Et souvent, ça fait émerger des choses très surprenantes. Mais des enfants plus jeunes que le lycée, moi, j'en ai pas vu, mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit le cas. Est-ce qu'on a encore le temps ou pour une autre question? Il y a des questions qui se posent sur le processus de décision. Comment sont prises les décisions? Est-ce que c'est collectif, sociocratie? En fait, ce qui se passe, c'est que l'équipe support, elle impulse les mouvements, mais ce n'est pas elle qui prend les décisions. C'est ça qu'il faut faire. Il faut opérer une différence entre… en fait, l'équipe support, par exemple, elle va organiser la réunion pour prendre une décision, mais elle ne va pas prendre la décision seule. Donc voilà, c'est pas l'équipe support, ce n'est pas une équipe décisionnaire en soi, c'est une équipe qui fait le lien entre les acteurs et qui impulse les mouvements. Je note quelques questions et si on a le temps à la fin, on y revient s'il y a encore des précisions à faire. Alors, on va passer à l'étape suivante, qui est donc la communication. C'est vrai que dit comme ça, ça a l'air d'être simple, bien sûr, et on a besoin de communication partout, mais dans une démarche aussi poussée que le Collective Impact, il y a un besoin d'intentionnalité. Dans la plupart des cas, faire discuter autant d'acteurs du système d'une façon aussi construite, ça constitue un changement assez conséquent. Et c'est un challenge, mais c'est un challenge qui est absolument nécessaire. Et c'est d'autant plus nécessaire qu'il ne s'agit pas de communication de surface, c'est vraiment une communication transparente, ouverte et régulière. Et c'est un niveau qui est nécessaire parce qu'il faut engager l'ensemble des acteurs, renforcer la confiance entre ceux-ci et créer une motivation commune. Donc, pour soutenir cette démarche de communication, c'est intéressant de construire un vocabulaire commun
Et prendre le temps, c'est aussi contribuer à l'effort d'inclusivité des acteurs pour que chacun sente que leurs intérêts individuels, ils sont au moins compris et traités de façon juste, même s'ils ne seront pas toujours priorisés. De plus, chaque organisation qui fait partie d'une démarche de Collective Impact, elle continue ses propres activités. Donc, c'est important d'avoir des points réguliers de communication pour s'assurer qu'ils sont continuellement stimulés et que leur engagement est renouvelé. La plupart des initiatives que nous, on a étudiées, elles comprennent des réunions mensuelles ou bimensuelles avec des têtes d'organisation et une communication fluide entre-temps. Bon, comment ça s'organise pratiquement? Il y a plusieurs niveaux de communication. Au début, ça va surtout être l'organisation de réunions régulières et la mise en place de mécanismes de communication interne qui sont utiles et engageants parce qu'il s'agit de garder les partenaires dans la démarche et les garder connectés. Cette communication, elle sert à donner aux partenaires des informations claires dont il a besoin pour continuer à avancer, à se coordonner avec les autres acteurs et à rester centré sur les priorités de la démarche. Elle peut prendre des formes variées comme des réunions récurrentes, des newsletters, des échanges par plateforme de messages, des outils de management de projets de groupe. Dans certains cas, même des sites web ont été créés pour la communication interne. Et puis, bien sûr, des rapports qui peuvent être annuels, biannuels, trimestriels. Et généralement, cette communication, elle est souvent gérée par l'équipe de support ou bien par un groupe restreint qui travaille de façon très proche avec l'équipe de support. La deuxième étape, ça va être que grâce à tous ces efforts, les partenaires, ils auront de plus en plus de communication informelle et naturelle qui va être basée sur la confiance. Donc, l'objectif à terme, c'est que la communication se fasse de façon plus libre, il n'y aura plus forcément besoin d'autant de médiateurs, mais elle s'ajoute à la première communication qui est plus cadrée, qui a un cadre de référence qui est nécessaire. Et en plus de cette communication interne, va s'ajouter une communication externe dans des canaux de communication traditionnels qui aura pour but de sensibiliser la population sur les problématiques traitées et à terme les engager davantage. Mais le propre du Collective Impact, c'est d'impliquer plus activement les citoyens. Donc, ils ne doivent pas juste être exposés à de la communication externe et à de la sensibilisation, il faut les inclure un maximum dans la boucle et aller chercher des feedbacks au niveau de la communauté. Le Collective Impact, il est très orienté vers l'action, mais il n'a de sens que s'il se construit dans la pleine compréhension des enjeux, qui nécessitent des échanges riches avec les communautés qui sont impactées, voire même qu'elles prennent en main une partie de cette démarche. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui va faire la différence entre une collaboration entre différents acteurs économiques, voire économiques, sociaux et associatifs. C'est vraiment que dans le Collective Impact, on implique les communautés locales. Et on les implique pour comprendre le problème, pour trouver des solutions et pour voir comment ajuster ces solutions à la réalité et le faire de façon le plus fluide possible. Un exemple d'initiative qu'il a fait de façon innovante, c'est Promise Neighborhood en Californie. Les acteurs à l'initiative de la démarche, ils ont repensé leur façon d'engager les citoyens en s'adaptant à leur rythme, ce qui n'est pas forcément le premier réflexe quand on collabore, même si on a beaucoup de bonnes intentions envers la communauté, et de créer une culture de responsabilité face aux problèmes. Donc, c'est-à-dire que pour une communauté, traditionnellement, ils sont habitués à de grandes réunions avec un débat entre quelques personnes un peu plus ouvertes que d'autres. Ils ont été mis dans des situations de proactivité et de réflexion personnelle ou bien en groupe autour des problématiques rencontrées, pas seulement pour réfléchir aux problèmes, mais aussi pour réfléchir à comment apporter des solutions. Et un dernier point qui n'est pas propre aux initiatives de Collective Impact, mais qui est particulièrement important dans ce genre de démarche, c'est qu'il s'agit de communiquer même lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants ou lorsque les initiatives ne fonctionnent pas. Il faut se rappeler que le Collective Impact, c'est un cadre d'action qui est récent et qui est très ambitieux. Donc, il va y avoir énormément d'expérimentation et il s'agit de s'adapter un maximum, ce qui implique d'apprendre des échecs, donc de connaître ces échecs-là. Donc, je vais laisser la parole à Joanne. À partir de maintenant, on vous propose un petit temps interactif un peu plus poussé puisque vous allez être mis en petits groupes de manière aléatoire. Vous n'avez rien à faire si ce n'est cliquer sur le bouton qui va apparaître sur votre écran sur « Rejoindre le groupe ». Vous allez être mis en groupe de 5 aléatoirement. Et donc, l'idée, c'est pendant 10 minutes que vous puissiez échanger sur cette présentation, mais surtout sur les bonnes pratiques que vous avez pu avoir face à dans un contexte de collaboration. Quels sont les problèmes de communication que vous avez pu avoir et en fait, comment surtout vous avez réussi à les surmonter.
Donc, vous pouvez commencer par donner votre prénom, votre rêve par rapport au Collective Impact, vraiment en 10 secondes top chrono, pour vraiment profiter de ces 10 minutes pour échanger tous ensemble sur votre bonne pratique par rapport à la communication. Et à la fin, vous reviendrez automatiquement sur cette conversation générale. Vous devez voir s'afficher sur votre écran, vous pouvez rejoindre les salles. Pour ceux qui restent, est-ce que vous avez besoin d'aide? Si vous avez du mal, vous pouvez le dire dans le chat.
Alors, on va avoir l'ensemble des participants qui commencent à revenir. On va juste attendre quelques secondes que tout le monde revienne. Et si des questions, du coup, vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à tout de suite les écrire dans le chat sur cette partie ou même généralement qu'on y revienne après. Donc, on voit tout le monde qui revient progressivement. Surtout si vous avez des questions sur cette partie ou généralement, n'hésitez pas encore une fois à les mettre sur le chat pour qu'on revienne juste après avant d'enchaîner sur le renforcement mutuel des activités. Est-ce que une ou deux personnes auraient une question pour, spécifique à la communication? Sinon, on continue notre présentation. On continue et puis de toute façon, les questions, on y reviendra à la fin. Alors, je vais maintenant vous parler du 4e point du Collective Impact. Je souhaite ici faire référence à la nécessité d'établir des activités se renforçant mutuellement. Bon, c'est un peu barbare, mais parce que, comme on vous l'a dit, le Collective Impact, ça a été théorisé aux États-Unis et parfois, en fait, les traductions ne sont pas heureuses. Mais l'idée, c'est quelque chose, vous y avez été confronté, c'est que parfois, il est difficile de collaborer avec une multitude d'acteurs. Dans une liste non exhaustive des freins ou des peurs qui existent, qui nous empêchent de collaborer, il y a la peur de perdre du pouvoir, la peur d'adapter sa propre action en fonction du feedback des autres, la peur de la critique, la peur de ne pas être légitime, la peur de se mettre en position par rapport aux autres. Et il peut exister aussi une tendance chez les diverses entités à se jalouser entre elles, à vouloir inclure l'action globale en fonction de leurs propres compétences. On peut arriver parfois à faire semblant de vouloir collaborer en orientant en fait le projet par rapport à notre propre compétence, par rapport à ce que nous, on veut faire. Et il peut exister aussi une peur d'une mise sous tutelle, de l'influence d'autres acteurs qui sont plus puissants. Les entreprises peuvent avoir peur aussi de perdre du temps. Bref, les peurs d'établir une coopération poussée avec des acteurs divers sont légitimes. Clic. Pourtant, le renforcement des activités de chacun par une coopération est essentiel. Individuellement, les citoyens ou les organisations ne pourraient fournir des résultats significatifs et ne pourraient pas non plus obtenir de fonds suffisants pour réaliser leurs objectifs. Si l'objectif, c'est le collective impact, il convient de coordonner les diverses activités afin qu'elles se renforcent mutuellement. Il faut prendre le temps de construire des liens entre les acteurs et une vision commune. Il faut accepter, c'est ce que disait Karine au début, un temps long en fait, où on n'est pas dans l'action. Même si c'est délicat de fixer cette fourchette de temps. C'est spécifique à chaque initiative. Pour reprendre à nouveau les mots de Madame Félicie Goyer, ce qui est intéressant, c'est de déconstruire en fait l'idée d'une séparation entre ceux qui font, ceux qui savent, ceux qui subissent, ceux qui suivent. En identifiant scrupuleusement comment chaque organisation peut jouer un rôle important dans une stratégie globale, un grand nombre de ressources peuvent devenir de grandes clés du succès. Alors, comment on procède? Comment on construit notre stratégie?
L'idée, c'est véritablement de changer de perspective. Aujourd'hui, la planification, elle reste pratiquement toujours centrée sur des objectifs et des visions individuelles. À l'inverse, la planification stratégique à établir, elle doit être basée sur les façons d'incorporer le plus efficacement possible chacun des acteurs dans une dynamique globale. Ainsi, pour établir une stratégie, il est nécessaire de définir quatre points. Premièrement, l'objectif global. Il décrit le changement général voulu, le résultat final souhaité. Par exemple, ça peut être un résultat général aussi large que une alimentation saine et accessible dans un quartier défavorisé d'une ville. Deuxièmement, on définit toujours collectivement la mesure. La mesure ou l'évaluation, c'est définir quels sont les progrès que l'on souhaite évaluer à travers le temps. Troisièmement, les buts. Ce n'est pas un but unique dont on parle ici, mais plutôt plusieurs cibles plus précises qui peuvent être mesurées, réajustées si nécessaire. En d'autres termes, c'est des petits objectifs qui mènent à l'objectif général. Il est important de définir ensuite, pour finir, les initiatives, donc les projets, les activités. Concrètement, c'est ce que font les gens, c'est ce que font les organisations pour atteindre les multiples buts qui mènent à l'objectif général. Il est important de définir les objectifs stratégiques, la mesure, les buts, les initiatives, indépendamment les uns des autres, notamment pour faciliter la recherche d'un consensus et l'établissement de priorités. Une fois qu'il y a un consensus général sur les différents points, il est beaucoup plus facile d'aligner et d'exploiter les actions potentielles des diverses organisations. Il est alors également plus facile de diviser le travail, de rechercher des soutiens ou des financements. Je pense qu'afin d'illustrer tout ceci au mieux, le mieux, c'est de présenter un exemple significatif de succès d'activités se renforçant mutuellement dans le cadre du Collective Impact qui a eu lieu à Détroit. À Détroit, l'objectif général poursuivi, c'était fournir une alimentation saine et de qualité. L'objectif était si important qu'il était évidemment impossible d'obtenir un succès sans coopération, si un acteur décidait de s'atteler au problème individuellement. Alors voilà ce qui s'est passé. Tous les acteurs de la ville se sont attelés à un point spécifique selon ses propres compétences. Le bailleur a donné gratuitement l'accès à un local pour l'ensemble de la communauté pour y installer un commerce de proximité. Le loyer étant économisé, les prix étaient réduits et le commerce donnait accès à une alimentation saine pour cette communauté qui se trouvait jusqu'alors dans un espèce de désert alimentaire, surtout pour une nourriture de qualité. Les résidents de la communauté ont accepté de travailler bénévolement, évidemment en alternant entre eux, sur les sites agricoles et dans la supérette pour rendre viable dans le temps ce projet. Les agriculteurs s'engagent à venir chaque semaine vendre leurs produits à des prix les plus compétitifs possibles, vu qu'ils ont économisé les salaires et le loyer. L'Église a fourni des volontaires pour coordonner un salad bar collaboratif dans lequel chaque résident devait fournir un aliment, de la laitue, quelques tomates, bref, pour créer en fait un festin sain, économique et collaboratif, une fois par semaine. Ensuite, il y a une association d'aide financière qui a été mobilisée pour doubler les fonds alloués par l'État au programme financier alimentaire. Plus précisément, lorsqu'un résident dépensait $10 de son budget alimentaire fourni par l'État, l'association fournissait $10 supplémentaires à ce résident pour compléter son panier de produits frais. Une autre association, elle souhaitait augmenter l'inclusion par l'emploi. Elle a alors recruté des jeunes pour faire des actions de sensibilisation et de communication sur les problèmes alimentaires aux habitants des quartiers plus aisés des environs, mais également beaucoup au sein des écoles. Enfin, un centre d'appel volontaire avec du personnel employé de la communauté a pour mission d'appeler les familles défavorisées pour les informer des initiatives comme l'existence de la supérette, le déjeuner collaboratif, l'augmentation de la bourse, mais aussi d'autres initiatives qui étaient annexes comme un cours de musique après le déjeuner offert aux enfants, etc. Tous les atouts individuels de toutes les organisations et de toutes les personnes sont devenus un élément d'une dynamique globale. En l'occurrence, personne n'a dû apprendre une nouvelle compétence. La communauté s'est appuyée sur le savoir-faire et l'activité propre à chacun pour construire une dynamique de groupe. Malheureusement, parfois, ça ne suffit pas. L'implication de tous les acteurs n'est pas suffisante.
pour que les projets perdurent dans le temps. Dans de nombreux cas, ces engagements ne sont souvent pas rendus publics et du coup, ils risquent de tomber dans l'oubli. Un autre élément clé du succès, c'est de soutenir ces activités qui se renforcent mutuellement par le biais de pactes communautaires visibles par le public. Sans cette visibilité, sans cette publicité, les pressions internes peuvent conduire les organisations à ne pas donner suite aux bonnes intentions. À mesure que les accords informels se transforment en promesses oubliées, il n'est pas surprenant qu'ils deviennent de plus en plus difficiles de mettre en place les projets. Les organisations peuvent alors se recentrer sur leurs actions individuelles. L'objectif des pactes communautaires, c'est d'empêcher ça. Certaines communautés ont adopté une technique pour augmenter la probabilité que les bonnes idées de collaboration se transforment en succès. Donc, on clarifie les attentes dans des documents simples, appelés en anglais Community Compact Agreements. Et ces documents, ils peuvent être facilement mis à la disposition de toute la communauté, notamment via un site web. C'est quelque chose de très facile. Et chacun alors se sent lié par cet engagement commun. Cette publicité, cette transparence accroît l'engagement de tous et augmente considérablement la probabilité de succès des projets. Donc, il existe une multitude de façons de créer une dynamique globale, une coopération entre les acteurs. Et vous, je pense que encore largement plus que nous qui sommes que des étudiantes, vous êtes riches de vos expériences. C'est pour ça qu'à nouveau, on souhaite vous diviser en petits groupes et afin que vous puissiez parler de votre bonne pratique en la matière, en matière de coopération. Donc, vous allez être à nouveau dispersés automatiquement de manière aléatoire et vous serez réintégré au bout de 10 minutes automatiquement au groupe général. N'hésitez pas à vous présenter rapidement, à donner votre rêve aux autres personnes du groupe, puis partager les éventuels freins à la collaboration que vous avez pu rencontrer et les bonnes pratiques pour les surmonter. La question posée va réapparaître en haut de votre écran si besoin. Voilà, à tout à l'heure. Merci.
Claire, on peut essayer de vous envoyer dans une salle parce que là, on fait un travail en groupe. Donc, je vais essayer ça. Alors, désolée, il y a eu un tout petit problème technique. Je vais vous renvoyer dans les salles. Je suis désolée de vous avoir coupé. On repart tout de suite.
Donc, tout le monde est en train de revenir. On va attendre encore quelques secondes. Joanne, Joanne, ça fait le... Attends, réessaye de parler. Je pense que ton micro avait un problème. Non, essaye de te déconnecter et de revenir. Peut-être. Tu as les écouteurs, Joanne? T'es sûre? J'en profite juste pour répondre à la question sur les sites avec les documents. Donc, on parlait des pactes communautaires. J'en vous envoie dans le chat. Il y a 2 liens. Donc, plus d'informations sur ce que c'est et sur une liste de quelques pactes communautaires, tous aux États-Unis. Et puis, j'espère que le son de Johan va mieux maintenant et qu'on va pouvoir continuer avec l'évaluation. Essayons. Est-ce que là, vous m'entendez ou... Ah, Parfait. Bon, bah alors, je ne sais pas pourquoi mon ordinateur a décidé de rendre l'âme. C'est les joies du direct, c'est pas grave. Alors, donc, on en arrive au dernier pilier, qui n'est autre en fait que l'évaluation, qui n'est pas des moindres. Donc, pourquoi évaluer? Tout simplement pour s'améliorer, pour aller plus loin ensemble et surtout dans le bon sens. Alors, finalement, à quoi ça sert de mener une évaluation? Grosso modo, donc schématiquement, on va pouvoir dire qu'il y a deux critères de l'évaluation. Ça va être soit servir à prouver, soit servir à s'améliorer. Donc, prouver, ça va être par exemple prouver le bon usage des fonds qui sont alloués. C'est souvent le cas quand on bénéficie par exemple de subventions de l'État. Par la suite, il va falloir prouver qu'on a bien utilisé l'argent qui nous a été donné. Ça va être pour aussi prouver la pertinence du projet, par exemple, par rapport aux besoins du marché, par rapport à la réponse qu'on souhaite apporter. Dans d'autres cas, ça va être plutôt le processus d'évaluation va permettre de s'améliorer pour finalement aller plus loin dans l'impact ou le replacer au cœur de l'action quand on se rend compte que finalement, on s'est un petit peu éloigné au fur et à mesure du projet. La plupart du temps, quand même, ce processus d'évaluation inclut les 2 aspects, de prouver et de s'améliorer. Pourquoi? Parce qu'à l'inverse d'un audit, le processus d'évaluation ne cherche pas à standardiser. C'est vraiment un processus vivant qui peut changer au cours du temps. Donc, pour donner un exemple, on peut commencer avec la volonté de prouver quelque chose parce que, effectivement, on a reçu des subventions, donc on commence une évaluation et finalement, on se rend compte que dans le projet, l'impact n'est plus vraiment au cœur de notre projet et donc l'évaluation va aussi nous permettre de nous améliorer. À l'inverse, il arrive aussi qu'on ait des entrepreneurs, souvent par une humilité extrême, qui mène une évaluation dans le but de s'améliorer et finalement on se rend compte que le projet est vraiment, l'impact est vraiment là, est vraiment au cœur du projet et dans ce cas-là, on va plutôt se servir de l'évaluation pour prouver quelque chose, ce qui va leur permettre par exemple par la suite de lever des fonds. À quoi ça sert d'évaluer? Ça sert aussi d'impliquer toutes les parties prenantes, puisque c'est un peu le maître mot du collective impact, hein, d'impliquer les parties prenantes. Donc, c'est les impliquer d'une nouvelle manière parce qu'elles vont être amenées dans ce processus d'évaluation à se questionner, à partager des informations, par exemple, et à toujours se questionner sur est-ce que l'impact est au cœur de nos projets pour chacune de ces parties prenantes. Donc là, par exemple, je fais un peu le lien avec une question qu'on avait au tout début. Les gens se demandaient, est-ce que l'équipe support doit, par exemple, évoluer? Quand on est dans ce processus d'évaluation, on se rend compte qu'il y a peut-être des choses à améliorer. Ça peut être l'équipe support, ça peut être les besoins alloués, etc. Donc oui, bien sûr. Et c'est à ça que sert le processus d'évaluation.
mais par où commencer surtout. Donc là, malheureusement, j'aurais bien aimé vous la donner, mais il n'y a pas de recette miracle. En tout cas, une bonne piste, c'est qu'il faut commencer par se poser les bonnes questions. Donc pareil, si je fais le lien avec les certaines questions qu'on a eues tout du long, souvent vous demandiez la question du temps alloué pour chacun de ces temps. Là, par exemple, c'est un temps qui, au début, est nécessairement long. Pourquoi? Puisqu'on rassemble toutes les parties prenantes. Il n'y a pas de règle générale si ça doit durer plus ou moins longtemps, puisque ça dépend du nombre de parties prenantes, ça dépend de la manière, si vous avez l'habitude de collaborer, peut-être que les échanges seront très fructueux très rapidement, et à l'inverse, s'il y a plein de parties prenantes et que c'est la première fois que vous vous retrouvez tous autour de la table. En tout cas, lorsqu'on commence le processus d'évaluation, on commence par se poser 2 grandes questions, donc tous ensemble, toutes les parties prenantes réunies. La première question, c'est la question du quoi. Donc, c'est se demander, se rappeler en fait l'ambition de notre projet et se dire qu'est-ce qu'on souhaite savoir grâce à cette évaluation. Est-ce qu'on souhaite savoir, est-ce qu'on souhaite prouver ou s'améliorer? Est-ce qu'on souhaite savoir si on utilise correctement l'argent qu'on a? Est-ce qu'on utilise correctement les ressources humaines qu'on a, etc. Donc, c'est un temps nécessairement long. La deuxième question, c'est la question du comment, qui va nous permettre en fait de dresser le schéma de ce processus d'évaluation. Donc, c'est quelles données on va utiliser? Est-ce qu'on va utiliser des entretiens, des feedbacks, des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs? En fait, certaines personnes vont vouloir avoir une approche très scientifique et d'autres avoir une approche très pragmatique dans ce processus d'évaluation. Et là, c'est vraiment à vous de choisir. Mais il faut simplement se fixer dès le départ sur l'attitude que vous voulez avoir et le schéma que vous allez suivre. L'autre question forcément qui se pose, c'est la question de l'impact qu'on veut avoir et donc quelle ambition de se fixer. Puisqu'on est dans le cadre du collective impact, on est dans un processus d'évaluation de l'impact et il n'est pas toujours évident de se dire finalement où est-ce que je mets la limite dans mon ambition. Donc très schématiquement, on pourrait dire qu'il y a 2 types d'évaluation, 2 types d'ambition. La première, qui n'est pas des moindres, c'est de se dire comment bien faire son job. Donc, bien faire son job, c'est par exemple être sûr que toutes les parties prenantes, tout ensemble, on œuvre et on va tester grâce à l'évaluation pour être sûr qu'on est au top de notre performance. L'autre possibilité d'ambition, c'est de vouloir viser un changement systémique. Donc, par exemple, un changement de pratique ou un changement des mentalités de tout un secteur. Si je prends un exemple concret, dans les banlieues défavorisées, il y a des associations qui organisent des ateliers pour permettre aux enfants de s'ouvrir à de nouvelles voies professionnelles et d'en découvrir de nouvelles. Donc là, alors que d'autres associations vont avoir pour ambition de réellement changer les mentalités de tout le secteur, des professeurs, des parents, des enfants. Les 2 ambitions se valent totalement. Il n'y en a pas une qui est moins bien que l'autre. C'est simplement une question de l'ambition qui doit être la vôtre, qui doit vous ressembler parce qu'elle sera votre fil rouge du début à la fin. Donc, il est très important que vous ne vous sentiez pas dépassé, mais justement inspiré et poussé par cette ambition que vous vous fixiez. Et alors, la question suivante, c'est celle forcément des parties prenantes. J'espère que vous la posez puisque c'est quand même le cœur du Collective Impact. C'est toujours comment impliquer les parties prenantes dans chaque processus et dans chaque étape. Donc, schématiquement, on a 3 options. La première option, c'est de constituer un comité de pilotage, donc avec chacun, au moins un représentant de chaque partie prenante. Et ce comité de pilotage va en fait débattre en collectif, valider les outils d'évaluation qu'on a choisi d'utiliser et va porter l'évaluation, le processus d'évaluation tout du long. La deuxième option, et en fait, toutes vont ensemble, c'est le cas de la concertation, qui n'est pas toujours très utilisé dans le cadre de l'évaluation pour une question en fait de moyens. Et donc, cette concertation, on va, pareil, réunir toutes les parties prenantes, donc le comité de pilotage, mais aussi toutes les parties prenantes qui ne sont pas membres du comité de pilotage. Et là, ça va nous permettre, dès qu'un enjeu apparaît, en fait, de prendre la décision, mais aussi de partager sur les informations. Donc, si je fais encore le lien avec quelques questions qu'on a pu avoir, tout simplement, ça va être vraiment dans cette concertation qu'on va prendre la décision. C'est là qu'on commence à voir la différence. On a le comité de pilotage qui porte l'évaluation, mais la prise des décisions se fait tous ensemble, toutes les parties prenantes ensemble. Et enfin, on a le dernier cadre qui est celui de l'objet d'évaluation.
il faut vraiment que toutes vos parties prenantes soient aussi objet de l'évaluation. Pourquoi? Parce que dans 90% des cas, les effets d'un projet, les impacts, portent sur des personnes. Donc, vous comprenez bien que dans le cadre d'un écosystème, si on n'étudie pas les effets qu'on a sur chacune des personnes, ça veut dire qu'on met de côté une partie de notre impact et on a une évaluation qui est un peu biaisée. Donc, il faut bel et bien inclure toutes les parties prenantes comme objet de l'évaluation, et ce, d'autant plus qu'on est dans le cadre d'un écosystème. Enfin, une dernière chose qu'il faut garder en tête. Donc là, par exemple, si je refais le lien avec ce que vous disiez, par exemple, tout au début, de savoir est-ce qu'on inclut des enfants, est-ce qu'on inclut les collectivités, toutes les parties prenantes. Si votre projet a pour ambition d'agir sur les enfants ou vous allez avoir sûrement besoin des collectivités, si les effets portent sur eux, vous allez avoir besoin d'avoir leur feedback. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre que quand on dit partie prenante, c'est vraiment tous les gens, tout l'écosystème qui est lié à votre projet. Et donc, le dernier point que je disais, c'est l'importance que vous accordez à cette information qu'est l'évaluation. Généralement, à la fin du processus d'évaluation, on arrive avec, par exemple, un rapport et les gens ont tendance à s'en servir comme d'une communication, une communication officielle parce que, un peu grossièrement, ça fait bien. On a fait une évaluation, ça fait bien. Et c'est vraiment, vraiment dommage, surtout dans le cadre d'une évaluation d'impact, parce que cette évaluation est un véritable outil pour vous. Donc, certes, elle peut appuyer votre communication officielle, et elle le doit d'ailleurs, puisqu'elle peut vous permettre de gagner en légitimité. Mais il faut aussi le prendre comme un vrai outil qui va vous permettre vraiment de vous améliorer, d'aller plus loin, de progresser et d'aller vers ce que Emeline Stevenard, donc, qui est cofondatrice de Kimso, appelait un impact management, de réorganiser toutes les équipes et de se dire, OK, il faut se réorganiser autour de l'impact et pour aller toujours plus loin, tous ensemble. C'est vraiment un outil tremplin. Et la dernière question, encore une fois, je le dis souvent, mais qui n'est pas des moindres, mais c'est souvent le cas avec l'évaluation puisque c'est quand même très, très technique, c'est comment évaluer. Alors, je ne vais pas avoir le temps malheureusement de m'appesantir trop là-dessus, mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui veulent avoir plus de détails. Toutes les questions de comment évaluer sera en détail dans notre rapport. Mais si rapidement, je vous dresse quand même le schéma de comment on évalue. Généralement, on dit qu'on a 4 critères: la performance, la pertinence, la cohérence et l'efficience. Donc, la performance, c'est la question des objectifs par rapport aux résultats. Donc, si je prends un exemple, si on se fixe comme objectif dans notre projet d'avoir 0 chômeur, on va comparer cet objectif par rapport aux résultats. Donc, en vérité, quel est le pourcentage de chômeurs une fois que notre projet a été lancé ou à un temps donné? Est-ce qu'on a atteint les résultats qu'on s'était fixés? Si on prend la question de la pertinence, cette fois, c'est la question des objectifs par rapport aux besoins. Donc, par exemple, je suis une entreprise qui fait du plastique recyclé. Je me fixe un pourcentage de plastique à recycler par mon entreprise, mais il faut que je le mette en rapport face aux besoins du marché. Est-ce que les besoins du marché sont aussi grands que ce que moi je propose? Donc, c'est cette question des objectifs par rapport aux besoins. Ensuite, on a la question de la cohérence. Donc, cette fois, c'est la question de la cohérence des objectifs par rapport aux moyens, aux ressources utilisées. Donc, si par exemple, on se fixe comme objectif qu'un certain pourcentage de lycéens décrochent leur bac, on pourrait se poser la question de savoir est-ce qu'on fait appel à des professeurs pour les aider ou pas? Si on ne fait pas appel à des professeurs, est-ce que c'est cohérent par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé? Ensuite, la dernière question, c'est la question de l'efficience des ressources et des moyens alloués par rapport aux résultats. Si je reprends cet exemple d'un pourcentage en fait, de lycéens qui doivent décrocher leur bac, dans le cadre de mon projet, par exemple, j'ai choisi de faire appel à des étudiants parce que c'est une main-d'œuvre peut-être moins chère par rapport à des professeurs. Mais est-ce que l'efficience y est? Parce que peut-être que même si la main-d'œuvre est moins chère, est-ce que pour autant, ils ont la pédagogie nécessaire qui me permet d'obtenir mon résultat? Par rapport au résultat qu'on a obtenu du pourcentage de lycéens qui ont décroché leur bac, voilà, il y a cette question de est-ce que j'ai utilisé les bonnes ressources? Donc, encore une fois, vous aurez plus de détails dans le rapport. Hein, je sais que je suis passée très, très vite là-dessus.
Et peut-être qu'on peut, alors si vous avez certaines questions, j'ai vu beaucoup Alors oui, il y a quelques questions qui sont remontées, notamment sur le financement. Qui finance, enfin, quel modèle économique derrière, ou quel financement derrière ces mesures d'impact-là? Alors en fait, je pense que la question du financement, c'est la question de savoir si ce processus d'évaluation, on le mène en interne ou pas. En fait, il y a deux possibilités. Soit on fait appel à un cabinet extérieur, par exemple comme Kimso, qui est spécialisé en analyse, en évaluation d'impact, soit on décide de le faire en interne. Dans ce cas-là, ça va être peut-être moins objectivement des ressources financières, mais il faut quand même avoir les ressources humaines, d'avoir une personne qui est disponible sur ce sujet. Je dirais que l'intérêt de rassembler justement toutes les parties prenantes, de débattre sur la vision qu'on veut avoir quand on se posait la question du quoi au tout début, quelque part, il n'y a pas forcément besoin de payer. C'est de se dire, on rassemble les parties prenantes et on se rappelle l'objectif qu'on veut se fixer. Il y a certains, pour les plus grands groupes, pour les plus grandes startups, vont faire appel à un cabinet externe. Dans ce cas-là, les fonds, effectivement, viennent en interne. Mais en fait, la plus grande question, c'est de savoir si on veut mener cette évaluation en interne ou en externe. Un autre point de clarification, la différence entre le comité de pilotage que tu évoquais et l'équipe de support qui a été évoquée précédemment. Alors, je vais revenir sur la slide. Donc, entre le comité de pilotage et l'équipe de support. Oui. Alors, l'équipe de support, en fait, c'est un des 5 piliers du Collective Impact. Donc, l'équipe de support, elle va être là pour supporter, pour aider cette dynamique d'action collective, mais vraiment tout du long, de chaque étape, sur chaque enjeu qui va apparaître. Alors que le comité de pilotage, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique au processus d'évaluation. Finalement, ça peut être semblable, hein. Le comité de pilotage peut être l'équipe support, hein, si vous le souhaitez. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dans ce comité de pilotage, si on veut être efficace dans notre évaluation, c'est qu'il faut qu'il y ait un représentant de chaque partie prenante. Et voilà, ce comité va vraiment servir à valider les outils qu'on a choisi pour l'évaluation, de se dire non, on va se reporter que sur les feedbacks. Nous, on veut pas du chiffré, on veut vraiment du qualitatif pour savoir si les gens sont contents du service qu'on propose, pour savoir si le produit qu'on propose, les gens s'en servent effectivement de la manière dont on pensait qu'ils s'en servaient, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment distinct. Et une dernière question qui vient de remonter, Bernard qui demande est-ce que les indicateurs ne devraient pas être du type IDH? Alors, je dirais que la question des indicateurs, déjà, ça dépend de l'ambition que vous vous êtes fixée. Encore une fois, ça va être le quoi, le comment que vous vous êtes fixé au tout début. Moi, je dirais indicateur du type IDH, c'est peut-être un peu trop global quand même. En vérité, vous allez utiliser plusieurs outils tout au long. Il y a un moment où ça va être quelque chose… parce que si, par exemple, on utilise des feedbacks, ils ne vont pas être intégrés. Donc, non, je pense… Après, il peut y avoir un projet où, effectivement, c'est extrêmement pertinent et on se dit c'est l'outil qu'il nous faut en fait. C'est tout à fait imaginable. Mais la question, c'est vraiment de se poser quels sont les outils par rapport à l'ambition qu'on s'est fixée qui nous seront utiles pour répondre à cette évaluation. Merci. Ouais. Merci, Joanne. Merci, Joanne. Oui, on peut peut-être avancer et prendre des questions un peu plus générales. Et je pense que pour commencer, sur cette partie de questions générales, la question de Marley est très pertinente. Donc, je relis sa question parce qu'elle était un peu plus haut. Considérez-vous que le Collective Impact est une innovation sociale? Si oui, comment définissez-vous l'innovation sociale? Donc, bon, l'innovation sociale, vous travaillez dedans, mais donc vous comprenez bien que c'est une définition large, mais c'est l'idée d'élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux mal ou peu satisfaits dans tous les secteurs, que ce soit l'alimentation, l'énergie, l'habitat, l'environnement, etc. Et le Collective Impact, je ne pense pas qu'il faut qu'on le voit en soi comme une innovation sociale, mais comme une manière de la mettre en œuvre. C'est plus ça l'idée. Alors, je relis les autres questions que nous avions. Il y avait eu pas mal de questions au début
sur le lien entre le Collective Impact et les PTCE. Donc, peut-être, Karine, tu veux en parler et ensuite, je pourrais parler peut-être de la gouvernance. Enfin, voilà, je te laisse sur les PTCE. Alors, par rapport à ce genre de questions en général, il y a beaucoup d'initiatives qui sont déjà des formes de collaboration qui sont très poussées, où on n'est pas sur une collaboration traditionnelle au sein du même secteur et on va aller chercher des acteurs d'autres secteurs. Ma compréhension du PTCE, c'est l'idée qu'on va prendre des acteurs économiques, on va prendre des acteurs de gouvernance et oui, peut-être clarifier. Excusez-moi. Oui, donc c'est les pôles territoriaux de coopération économique, pour ne pas vous dire de bêtises. Donc c'est en fait une forme de structure, mais en général, même au-delà de ce point précis, en général, on peut penser à beaucoup de structures qui existent et qui font déjà ce genre de coopération poussée. Le Collective Impact, en soi, c'est une théorie, c'est un idéal où l'ensemble des parties prenantes sont engagées. Donc, on répète ça depuis le début, mais c'est vraiment l'idée que si on est sur un problème qui impacte, je ne sais pas, la gestion des déchets, par exemple, on va prendre les acteurs du privé qui vont faire du recyclage, on va prendre des acteurs du privé qui font de la revalorisation de déchets ou qui travaillent sur la réduction du gaspillage alimentaire. On va prendre des associations sur les mêmes thèmes. On va prendre les acteurs de gouvernance locaux qui travaillent sur plein d'autres problèmes, mais aussi cela. Et on va prendre les citoyens pour aller voir avec eux et les engager, pas juste dans une démarche de on va aller les sensibiliser, mais vraiment qu'ils soient acteurs actifs. Et c'est toutes ces personnes qu'on prend dès le début. Ça va un peu plus loin que juste sphère économique et sphère sociale ou associative. C'est vraiment beaucoup plus large. Et il y a on va aller chercher les financeurs qui travaillent sur des problématiques comme ça. C'est vraiment l'ensemble des acteurs du système. Après, bien sûr que c'est un idéal. Pas sur tous les projets, on va pouvoir faire du 100% dès le début. Mais c'est cette idée de penser ces structures existantes, mais encore plus loin. Et la plupart du temps, c'est l'engagement citoyen où il y a le plus de marge de manœuvre, en fait. Super. Il y a une autre question qui est très intéressante, c'est comment s'assurer que chacun communique ses infos sans peur. Donc, je pense que ça s'applique à tous les niveaux du développement du Collective Impact. Je pense que ça doit être une discussion dès l'origine, dès l'émergence même du projet, dès les premières rencontres. Je pense que les acteurs doivent pas laisser s'introduire des doutes au début de leur coopération. Et en fait, la meilleure solution, c'est peut-être simpliste, mais c'est la communication. Et à partir du moment où les acteurs se sentent libres, alors lorsqu'ils vont développer leurs activités, ils seront plus à même de communiquer à la fois sur les bonnes choses et sur les mauvaises. Et peut-être qu'on peut compléter un peu, notamment au sujet de l'évaluation. Si Joanne, tu as quelque chose à rajouter? Tout simplement dire que, comme ce qu'on vient d'expliquer, puisqu'on implique toutes les parties prenantes, c'est important d'avoir cette communication. Je voyais aussi une question sur comment valoriser l'effort bénévole ou pas, hein, d'ailleurs. Parfois, il y a les gens de votre collectif peuvent ne pas être forcément là bénévolement, si c'est des parties prenantes pertinentes. Mais cette question de la communication va aussi être un moyen de valoriser leur action. C'est parce que vous leur accordez votre confiance, on le disait, communiquer les bons résultats, mais aussi communiquer les mauvais résultats. Au terme de l'évaluation, si finalement on cherchait à prouver quelque chose et l'évaluation nous dit qu'il vaut mieux plutôt s'axer vers une amélioration, il faut aussi savoir le dire pour vraiment construire cette confiance. Parfait. Et peut-être pour finir, Joanne, si tu veux parler des ODD, parce qu'on a eu pas mal de questions, je remonte le chat, sur les objectifs de développement durable et le lien que l'on peut faire avec tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a plusieurs personnes qui ont fait le lien avec ça. Forcément, on se pose souvent la question dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup de fonds d'investissement qui font le lien, etc. Moi, je pense que ça ne suffit pas parce que quand vous regardez les ODD, donc les objectifs de développement durable fixés par l'ONU, ils sont quand même très vastes. Quand l'objectif, c'est de lutter contre les inégalités, vous avez besoin de vous fixer. Ça peut être
Si ça peut vous éclairer par rapport à votre ambition, de vous dire, moi, je veux me fixer cette ambition-là, pourquoi pas, dans le cadre d'un changement vraiment systémique. Mais se fixer un ODD ne va pas suffire. Il va falloir que vous ayez quelque chose de beaucoup plus précis qui puisse vraiment vous pousser et vous donner, vous fixer des repères. Souvent, on dit on peut se fixer une ambition très grande et avancer par palier, se fixer entre-temps chaque petite étape qui seront chaque succès qui nous permettent de gravir la marche. Et peut-être pour revenir juste sur des questions qui sont remontées au niveau du financement et de la gouvernance. Alors, on aurait beaucoup aimé vous apporter un peu une clé passe-partout par rapport à comment exactement, quelle forme juridique ou quelle forme de financement exact on doit appliquer. La vérité, avec l'ensemble des exemples que nous, on a étudiés, qui sont du collectif impact, qui s'en rapprochent très fortement, c'est que, on peut vraiment répondre que ça dépend. Il y a des cas où les structures sont suffisamment fortes pour juste allouer du personnel sur ces démarches-là à temps plein et ça réduit les contraintes financières ou bien de faire de la coopération au niveau des financements. Il y a des fois où ce n'est pas possible, où il y a des structures qui se créent pour chapeauter ou pour chapeauter partiellement. Pareil, au niveau des financements, des fois, c'est très restreint et donc les initiatives partent moins loin. Mais si... Et puis, ça dépend des pays. Encore une fois, en France, c'est assez peu développé. Donc, on n'a pas une liste exhaustive de toutes les subventions qui sont disponibles. Mais c'est beaucoup de recherche et d'expérience des différents acteurs qui vont construire en fait, le mode de gouvernance le plus adapté. Nous, ce qu'on peut vous dire en grande ligne directrice, c'est qu'au niveau du financement, il va falloir qu'il y ait une partie commune, que du financement externe ne sera pas suffisant quand c'est accessible même. Et au niveau de la gouvernance, que l'idée, ce n'est pas de créer une suprastructure qui dirigerait tout, mais de créer quelque chose qui reste assez horizontal et qui soit vraiment adapté aux contraintes des différents acteurs et surtout des acteurs qui vont s'impliquer le plus. Mais ça se fait en ligne et pas l'idée, ce n'est pas une suprastructure. Et c'est même un risque, la suprastructure. Donc malheureusement, on est à court de temps, on est sur la fin de cette présentation. Pour résumer vraiment en 3 mots, le collective impact, si c'est possible de le résumer en 3 mots, mais c'est ce qu'on va essayer. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'engagement de l'ensemble des acteurs, donc de toutes les parties prenantes, dans un même système pour résoudre un problème complexe dans un cadre de collaboration précis, cadre de collaboration qui n'est autre que ces 5 piliers que vous revoyez là et qu'on vous a présentés. Alors, bien sûr, on se doute que vous avez sûrement encore plein de questions. Si jamais il y a vraiment des questions qui restent sans réponse ou que vous voulez partager une expérience, puisqu'on est encore en train de rédiger ce gros rapport sur le Collective Impact, n'hésitez pas à nous écrire sur LinkedIn ou par email que vous verrez sur la slide que vous allez recevoir par la suite. Et du coup, oui, pour terminer, donc après cette présentation, vous recevrez par email le PowerPoint de la présentation. Vous pourrez également retrouver notre rapport qui sera disponible a priori mi-mai, où on va un peu plus en détail sur ces différents points. Et pour le moment, de suite, on a un questionnaire que je viens d'envoyer dans le chat, que vous pouvez ouvrir donc, sur votre navigateur. On vous propose de nous faire un petit feedback et, chose importante aussi, on va mettre en place un annuaire pour l'ensemble des participants d'aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez garder contact avec d'autres participants ou apprendre à vous connaître davantage, vous pouvez faire cet annuaire. Et puis, pareil, si vous voulez pouvoir être contacté par d'autres personnes disponibles ici. Donc, on va envoyer le lien du questionnaire quelques reprises dans le chat pour pas qu'il se perde trop. Mais voilà, merci beaucoup. Et sur ce, je vais laisser la parole pour conclure à Cécile et Sophie. D'abord, on voulait vraiment lancer un immense merci à l'équipe Karine, Manon et Joanne, parce que vous avez vu leur travail extraordinaire et très pédagogique et qui a ouvert des portes vers plein d'exemples et de notions dont on sent qu'on va pouvoir s'inspirer maintenant. Et donc, on peut refaire un immense applaudissement maintenant que ce grand temps est réalisé. Et puis aussi, vraiment remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce travail parce que, comme elles vous l'ont dit tout au long, vous êtes plusieurs aussi à y avoir contribué. Donc, on voulait vous remercier. Je remets déjà les noms des personnes notamment qui ont contribué.
Voilà, et il y en a encore d'autres. Donc voilà, Emeline, Julie, Christophe Chevalier, Christelle Vanham, Rémi Banyuls, Félicie Goyer, Denis Rothfiché, Martine Fournier de la Fondation Massif. Vous êtes plusieurs. Puis c'était super riche parce qu'on sent qu'il y a eu tout au long aussi plein d'apports de chacun sur des ressources complémentaires. Je pense à Charles Benoît qui partage voilà, des rapports qui vont aussi être publiés, à Julie qui a partagé aussi des podcasts de Ticket for Change qui vont être inspirants sur ces questions, des documents de l'AVIS. Donc, ce qui est super, c'est que si on va reprendre tous ces éléments du chat et ça permettra aussi de les partager à tous ensuite. Et puis, sur ces questions, comme le disaient des filles plus approfondies, notamment les enjeux de financement, les enjeux de gouvernance, ça sera super de pouvoir encore s'enrichir par les documents écrits qui vont être envoyés. Mais encore une fois, un immense bravo à vous. Merci à tous, en tout cas, pour votre participation. Et vraiment, avec l'inspiration de tout ce qu'on a entendu là et des pistes à explorer et tout ce qui nous amène à nous poser plus de questions dans nos actions, il nous tient vraiment à cœur tous ensemble d'unir à la fois nos énergies et nos talents aux côtés de tous les acteurs qui sont engagés pour développer des solutions qui vont dépasser nos espérances, dépasser nos souhaits et faire vraiment la preuve que c'est possible de transformer la vie là où on vit dans nos territoires et que ça se voit, qu'on le voit dans nos vies très concrètement et sur tous ces sujets qui sont si essentiels de la mobilité, de l'éducation, de l'économie, de l'emploi, du bien vieillir. Donc, on a vraiment envie de poursuivre avec vous tous dans cette aventure-là. Mais je passe la parole à Sophie pour vous expliquer comment très concrètement on pourrait faire. Donc, comme dit Cécile, on a envie d'aller beaucoup plus loin ensemble et passer à l'action. Et pour ça, il y a des solutions, notamment 25 solutions qu'on rêve de développer ici en Alsace et à Strasbourg. Et donc, on vous propose de vous envoyer une présentation de ces solutions parce que certainement, certaines vont vous toucher et on aimerait vraiment aller plus loin avec chacun de vous sur ces solutions. Et si vous voulez une présentation orale aussi de la dynamique et de ces solutions, on vous invite à nous rejoindre le 6 de 14h à 15h en Zoom. Donc, on vous enverra aussi les codes pour se connecter. Et puis, peut-être que vous êtes ailleurs en France, dans 9 territoires où il y a déjà une dynamique start-up de territoire et on peut faire le lien. Et peut-être aussi que vous avez envie d'initier cette dynamique là où vous êtes ou lancer de nouveaux projets. Donc, on a hyper envie que vous nous écriviez. N'hésitez pas à nous partager vos idées, vos propositions pour qu'on puisse vraiment faire le lien et faire éclore tous les rêves qu'on peut avoir en voyant en grand ensemble. Merci à tous. Merci beaucoup. À très très vite. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. N'hésitez pas si vous avez besoin de nous contacter. Merci.